Ce qui s'est passé n'était pas une frappe militaire au sens conventionnel du terme, mais bien l'assassinat d'un État tout entier en plein jour. L'Iran, qui a tenu tête pendant 40 ans aux deux puissances militaires les plus redoutables de la planète, a subi aujourd'hui un coup de poignard traître au cœur même de son commandement. Le guide suprême n'a pas été tué sur un champ de bataille, mais son assassinat a été planifié lors d'une réunion entre deux dirigeants dans un resort luxueux sur les côtes de Floride, comme s'il ne s'agissait que d'un simple accord conclu autour d'une table. Mais celui qui croit que l'Iran va tourner la page et se taire ne connaît ni ce peuple, ni cette histoire. Le coup douloureux n'a pas étouffé la riposte, il l'a embrasée. Les capitales de la région entendent d'aujourd'hui l'écho de la balle tirée à Téhéran, et toute la région paie le prix d'un plan qu'elle n'a pas choisi et sur lequel elle n'a pas été consultée. Restez avec moi, car nous allons le décortiquer en entier. Qui a conçu le plan? Qui l'a exécuté? Comment l'Iran riposte? Et où se dirige la région après tout cela? L'histoire n'a pas commencé le jour de la frappe, mais en décembre dernier, lorsque Benjamin Netanyahou a fait ses valises en direction de Mar-a-Lago, ce resort fastueux que Trump aime utiliser pour gérer les dossiers du monde, loin des formalités de la Maison-Blanche. Ce n'était pas une rencontre protocolaire, c'était une session de persuasion par excellence. Netanyahou a présenté à Trump des cartes, des coordonnées et des plans détaillés, et lui a dit sans détour « Pourquoi négocier avec quelqu'un dont on peut se débarrasser ?» Et Trump, qui pensait au départ avec la mentalité d'un homme d'affaires voulant mobiliser la force militaire comme levier de pression pour parvenir à un accord confortable avec Téhéran, s'est retrouvé progressivement entraîné vers une option qu'il n'avait pas tracée lui-même au départ. Et le grand paradoxe qui ne doit pas passer inaperçu, c'est que lorsque Trump a perçu l'ouverture du côté iranien à la négociation, il a réellement hésité et voulu tester la voie du dialogue. Les négociations commençaient à trouver leur chemin, et la diplomatie était sur le point de trouver un ancrage. Mais Netanyahou n'allait pas le permettre. Il s'est empressé de fermer cette porte très tôt et a pesé de tout son poids pour convaincre Trump que la force seule est le langage efficace. Et le résultat est devant vous aujourd'hui. La plus grande campagne aérienne lancée par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, selon ce qu'ont reconnu les commandants militaires américains eux-mêmes sur les écrans de télévision. L'Amérique, censée être dirigée par un homme qui se vante de ne pas aimer les guerres, se retrouve aujourd'hui au cœur de l'opération militaire la plus massive dans la région depuis des décennies. Venons-en maintenant au cœur de l'événement. L'assassinat du guide suprême n'a pas eu lieu dans un abri secret ou un site inconnu, mais dans un siège présidentiel officiel, lors d'une réunion élargie qui regroupait le sommet de la hiérarchie dirigeante iranienne. Cela seul signifie que les services de renseignement iraniens ont subi une infiltration profonde et grave. Et dans les premières heures de la frappe, les principaux conseillers, commandants militaires et responsables de la sécurité ont été éliminés d'un seul coup. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef des gardiens de la Révolution, le chef du renseignement militaire et le chef de l'organisation de recherche sur les armes nucléaires. 30 bombes en un seul endroit, pour s'assurer de mettre fin au guide et à tous ceux qui l'entouraient en même temps. Mais c'est là que réside l'erreur fatale dans les calculs israélo-américains. Ils ont cru que couper la tête de l'État iranien signifiait nécessairement son effondrement de l'intérieur. Mais l'Iran n'est pas un État ordinaire qui tombe avec la chute de son dirigeant. 4 décennies de résistance face aux sanctions, aux blocus, aux guerres par procuration et aux assassinats successifs ont ancré dans cet État une structure plus profonde que de simples personnes et dirigeants. Le peuple iranien, qui est descendu dans des manifestations massives pour exiger la vengeance, confirme que la frappe n'a pas brisé l'esprit, mais l'a enflammé. Et la riposte iranienne est venue rapidement et dans des directions multiples simultanément. Des frappes ont visé Dubaï, Abu Dhabi, Manama, Doha, Koweït et Riyad et Mascate. Des missiles ont ciblé des bases à Chypre et des pétroliers ont été frappés au large des côtes d'Oman. Cette large dispersion dans le ciblage porte un message clair. L'Iran dit au monde qu'il est capable d'élever le coût à des niveaux que l'économie mondiale ne peut supporter. Le détroit d'Ormuz, à lui seul, fait transiter plus de 20% des exportations mondiales de pétrole, et sa fermeture signifie des prix du pétrole dépassant $100 le baril en quelques heures, et une crise énergétique que ni l'Europe ni l'Asie ne peuvent endurer. Et quiconque suit la carte aérienne ces jours-ci voit que l'Iran a utilisé des missiles hypersoniques pour cibler certaines bases dans le Golfe,
ce qui signifie que son arsenal n'est pas épuisé, et que ce qui a été lancé jusqu'à présent n'est que la première couche de ses ripostes. Les armes les plus récentes et les plus dévastatrices sont encore en réserve, et la direction iranienne continue de les distiller goutte à goutte. Et c'est précisément ce qui inquiète les militaires américains, qui ont fixé 10 jours comme durée maximale pour la campagne aérienne, parce qu'ils savent que prolonger la guerre signifie entraîner l'Amérique dans un nouveau bourbier sans fin. En parallèle, les positions russes et chinoises reflètent une réalité amère. Moscou présente ses condoléances et publie des déclarations indignées, mais elle est enlisée en Ukraine et ne peut se permettre le luxe de s'ouvrir sur un deuxième front. Pékin observe, analyse et prend ses notes militaires pour sa prochaine bataille avec Taïwan, mais elle ne bougera pas militairement maintenant. Cette absence n'est pas un abandon au sens plein du terme, mais un pari sur le fait que l'Iran peut résister et entraîner l'Amérique dans une guerre longue et coûteuse, ce qui sert les intérêts russes et chinois sans aucune perte directe. Quant au panorama du Golfe, c'est le plus douloureux dans ce tableau. Des États qui ont misé pendant de longues années sur l'idée que l'argent, la diplomatie et la normalisation suffiraient à les tenir à l'écart des séismes de la région, se retrouvent aujourd'hui avec leurs capitales bombardées, leurs ciels fermés et leurs aéroports paralysés. Les Émirats, qui entretenaient avec l'Iran des relations économiques considérables, et l'Arabie saoudite, qui avait conclu avec lui un accord de paix sous médiation chinoise, ont toutes deux constaté que tous ces calculs n'ont servi à rien quand l'heure de vérité est arrivée. La raison est simple. L'Iran ne frappe pas le Golfe parce qu'il le déteste, mais parce que c'est le levier de pression le plus efficace sur Washington. Plus les capitales du Golfe s'embrasent, plus la pression sur Trump pour arrêter la guerre s'amplifie. Et c'est là la stratégie iranienne, loin de tout sentiment ou hostilité. Et au milieu de cette tempête, l'Iran reste un État qui subit une agression flagrante, violant toutes les règles du droit international et les normes des relations entre nations. Le guide suprême ne menait pas une bataille sur le terrain lorsqu'il a été assassiné. Il dirigeait une réunion de sa direction. Et cela ne diffère pas dans son essence de toute opération d'assassinat condamnée dans l'histoire des conflits internationaux. Ce qui conduit de nombreuses voies libres dans le monde, de la Corée du Nord à la Russie en passant par de larges pans de l'opinion publique internationale, à qualifier ce qui s'est passé de crime et non d'opération militaire légitime. L'Iran se bat aujourd'hui chargé de blessures, mais il n'est pas tombé. Une nouvelle direction se forme, les déclarations de vengeance s'intensifient, et le peuple iranien est dans les rues non pas pour célébrer ce qui s'est passé, mais pour réclamer ouvertement la revanche. Et quiconque suit l'histoire de l'Iran sait que ce peuple, lorsqu'il est provoqué, se rallie autour de son drapeau, quelles que soient ses divergences avec sa direction en temps de paix. Et c'est précisément ce que Netanyahou a planifié, sans bien en mesurer les conséquences. La situation est ouverte sur toutes les possibilités, et les prochaines heures révéleront si cette guerre prendra fin en 10 jours, comme le planifient les Américains, ou si l'Iran prouvera qu'il est plus capable de prolonger la bataille et d'élargir le cercle des coups que ne l'avaient imaginé les planificateurs à Washington et Tel Aviv. Ce qui est certain, c'est que la région ne sera plus jamais comme avant, et que la destruction et le chaos semés aujourd'hui seront récoltés par tous pendant des années et des décennies. C'est là l'analyse, ce sont là les faits, et c'est ce que de nombreux médias tentent d'ignorer ou d'embellir. Si vous appréciez ce type de suivi sérieux et d'analyse indépendante, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » maintenant, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et activez la cloche des notifications, car les événements s'accélèrent et vous ne voudrez manquer aucun moment de ce qui vient.